Une première question ici. Comment savoir si notre contact, notre ajusteur, est vraiment celui qui nous donne la réponse? Comment savoir si ce n'est pas une entité astrale? Il y a plusieurs moyens de vérifier. La façon de vivre la transition la plus sécure, la plus certaine, c'est de ne pas se prendre au sérieux. Chaque fois qu'on a une réponse, bon, regardez ceci. C'est facile. C'est facile, mais c'est à la fois compliqué parce que ce n'est pas compris par l'être humain en général. Parce que l'être humain en général n'expérimente que ce qu'il peut mémoriser. Et dans cette mémoire, il ne vénère que ce qui peut être réfléchi dans sa conscience. Cela veut dire que lors d'un événement, tout ce qui est énergétique ou vibratoire, cela est mémorisé chez vous et cela vous transforme. Encore plus que ce qui va être enregistré au niveau des sens. Donc au niveau tactile, gustatif, olfactif, auditif, visuel, etc. Ce que je veux dire, c'est que, comme dans une conférence comme ce soir, qu'est-ce qui a de l'importance ou qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui fonctionne? Est-ce que c'est ce que je dis au niveau de la parole? Ce n'est pas cela qui a de l'importance ou qui a de l'utilité réelle. C'est bien plus le fait qu'énergétiquement, vous mémorisez et expérimentez inconsciemment quelque chose de neuf. Or, ce qui fait que chez l'être humain, ce qui est fonctionnel dans son évolution, ce n'est pas ce qu'il sait au niveau mémoire, mais ce qu'il vit au niveau énergétique. Cela veut dire que lorsque je donne une réponse, j'applique dans cette réponse un degré d'énergie particulier, et c'est ce degré d'énergie qui vient graver dans la mémoire les paroles. Mais les paroles n'ont pas d'utilité réelle, et les paroles n'ont pas d'utilité propre. Elles n'ont d'utilité qu'en rapport avec l'énergie qui les aura poussées. Cela veut dire que si je change complètement mon degré énergétique d'expression, même si je me mets à crier, ça n'a pas du tout le même genre on pourrait dire d'instruction, mais j'aime pas le mot. Ce n'est pas pareil. Lorsque l'ajusteur de pensée répond, on n'a rien à foutre avec la réponse. L'ajusteur de pensée, par le biais de la réponse, communique une énergie nouvelle à l'être humain ancien. Et cette énergie va amener chez lui une mutation neuronique et physiologique. Et c'est cette mutation que j'appelle l'évolution. Ce n'est pas la réponse mémorisable, expérimentable et réexpérimentable qui a de l'utilité fondamentale au niveau de l'évolution humaine, mais beaucoup plus le contact énergétique. Cela veut dire que lorsqu'une personne m'écoute à la radio, elle n'a presque rien de ce contact énergétique. Elle ne ramasse que des mots. Par le biais de la radio, selon évidemment la qualité de l'antenne émettrice, selon la qualité de la radio, selon la qualité de ses haut-parleurs, il peut y avoir une retransmission énergétique reliée aux mots, à la forme, aux paroles, aux phrases, aux réponses. Mais à peine. Et c'est pourquoi à la radio, je dis souvent, je ne réponds pas en ondes, je peux répondre en conférence parce que les personnes, je les ai en face à face. Il y a énormément de réponses qui peuvent être colorées, transformées, déformées lorsque l'on répond avec une pénurie d'énergie. Tandis que lorsque je réponds en conférence ou lorsque je m'adresse en face à face avec une personne, elle ne peut pas interpréter parce que j'ai une parole juste. Qu'est-ce que c'est une parole juste? Une parole qui ne peut être déformée ou interprétée par celui qui écoute. Mais pour que la parole soit juste, elle doit être communiquée avec une énergie qui s'ajuste aux oreilles de ceux qui entendent. Lorsque la personne se pose une question ou pose une question, elle ne dit pas « Ajusteur de pensée, réponds-moi ». C'est pas un Dieu, c'est pas une cochonnerie à prier. Elle pose la question et elle répond. Et elle ne répond pas « Je peux pas répondre, je sais pas ».
C'est bien évident que dans sa mémoire, elle ne le sait pas parce qu'elle ne poserait pas la question. L'être humain fondamental est un poseur de questions, mais ce n'est pas un réponseux aux questions. Alors il recherche un Dieu pour répondre, il recherche un prêtre, une entité, une autorité pour lui amener la réponse. La réponse peut être amenée sous deux énergies différentes. Une énergie directe et une énergie détournée. Une énergie humainement aimante. Une énergie attentive à ce que l'humain a besoin. Une énergie qui s'ajuste à l'ego, à la souffrance, à ce que l'humain recherche. Une énergie qui peut aller droit à son cœur, qui peut lui donner une énergie nouvelle pour le motiver. Une énergie de compréhension, de paix. Une énergie qui permet à celui qui souffre de venir et qui lui permet de s'en retourner mieux. Et il y a une autre énergie qui a une tendance innée à désassujettir l'humain de l'énergie émettrice, celle qui émet. Lorsque l'ajusteur de pensée vient parler ou répond, lorsque vous dites « Qu'est-ce que je fous sur ce véhicule spatial appelé Terre ?» Alors vous continuez. « Je suis venu au monde parce qu'un Dieu m'a créé. » Qu'est-ce que ce Dieu avait à me créer? Ce Dieu m'a créé à son image et à sa ressemblance pour que je puisse le servir. Qu'est-ce qu'un Dieu peut bien foutre d'avoir besoin de se faire servir par des incompétents comme l'humanité? Vous continuez les questions au fur et à mesure que vous répondez. Et vous allez arriver à un impasse. Et rendu à cette impasse, vous fermez la radio, vous changez de disque et vous oubliez. Parce que le travail, ce n'est pas les réponses. Le travail, c'est l'énergie du travail. C'est l'énergie de la réponse. Qu'est-ce que je fous sur la terre? Ouais, c'est une maudite bonne question. Là, c'est pas l'ajusteur de pensée, c'est l'ego. C'est l'ajusteur intellectuel, l'ajusteur psychologique. Qu'est-ce que je fais ici? Je suis venu sauver l'humanité. Pourquoi sauver l'humanité? Ah, c'est une bonne question. Hein? Voilà. Alors, on ne peut pas se faire charrier par l'astral parce qu'on ne se prend pas au sérieux. On pose question sur question sur question, et ces questions ne sont pas des vérités, ce sont des réalités exprimées qui n'ont qu'une seule fonction, vous amener une dose nouvelle d'énergie. C'est l'énergie qui évolue l'humain. Ce n'est pas son bagage d'expérience, parce que votre bagage d'expérience, pour vous sentir évoluer, il faudra qu'il soit grand comme l'univers. Tant que vous allez être régi à accumuler l'information dans vos mémoires lorsque vous vous répondez donc, tant que vous allez être régi à vous prendre au sérieux, vous aurez toujours des questions sans réponse. Parce que votre mémoire ne peut contenir l'instantanéité et votre mémoire ne peut contenir le tout. Lorsque vous répondez, à poser une nouvelle question, et c'est l'énergie de ce contact avec l'ajusteur de pensée qui a de l'utilité dans votre évolution, ce n'est pas la réponse. Une personne vient me voir et elle me dit « Daniel, je crois que tu es parfait. Et j'ai besoin du contact d'un être parfait. » Et moi, je lui réponds « T'as-tu été aux toilettes hier? » Alors là, son ajusteur psychologique dit, ça c'est une réponse, il veut s'occuper de mon corps physique. « Oui, j'ai été aux toilettes hier. » « Ben, t'aurais dû en manger. » Là, la personne, « De quoi? » Parce qu'elle ajuste, là, elle ne veut pas comprendre. Regarde tes deux mains, puis fous-toi-les dans la bouche, puis mord dedans. Là, on va dire, pour moi, aujourd'hui, il ne file pas. Hein.
Mais énergétiquement, la réponse, elle est passée. Ce n'est pas les mots. C'est la réponse. C'est l'énergie. Alors, elle s'en va, puis c'est drôle, mais il filait pas, ben un gars parfait. Non, non. À part avec une énergie qui est venue lui dire. Le seul maître intelligent que tu vas rencontrer, faudra que tu le regardes dans un miroir, puis un miroir qui va être beau en maudit. Il n'y en a pas à l'extérieur. Des outils, des béquilles. Je suis une béquille. Je ne suis pas un sauveur, je suis une béquille humaine. Je peux répondre à des questions. Je peux répondre à ceux qui posent des questions. Je suis une béquille temporaire. Alors, il y a de l'intelligence de se servir d'une béquille. Lorsque ça devient un snobisme, on prend la béquille et on tape les autres. On essaie de convertir. Et lorsqu'on est intelligent et qu'on ne se prend pas trop au sérieux, alors on est capable de voir qu'on ne peut pas tenir debout encore tout seul, qu'on a des questions qui énergétiquement devraient être répondues, pas pour la réponse orale, pour l'énergie de la réponse. Il y a des personnes, à un moment donné, qui lisent un livre, puis ça répond. Du coup, ils se sentent bien, ils se sentent. 2 ans après, ils ont tout oublié. Mais l'énergie que la réponse a suscitée chez eux les a fait évoluer, pas la réponse. Alors la personne, elle dit, oui, mais là, je finis par croire à telle religion. D'un coup, je me rends compte que c'est plus ça. Je change. J'en vois un autre. Ah, c'est ça. D'un coup, je me rends compte que c'est l'énergie que vous prenez. Alors, chaque escalier a de l'intelligence et est implacablement parfait. Mais la forme que va employer cette énergie pour attirer l'humain pose une question. Et cette forme devra changer. Je suis une béquille. Elle peut être utile jusqu'au jour où elle ne l'est plus. Je ne suis pas une prothèse, je suis une orthèse. La prothèse, elle remplace un membre. L'orthèse, elle solidifie un membre. Alors, je ne remplace rien. Je peux solidifier pour permettre à ce membre de devenir suffisamment solide. Après, il prend l'orthèse et il l'abandonne. Il pile pas dessus, il la casse pas en morceaux, en disant c'est grâce à c'est à toi, c'est de ta faute, j'étais de même tout le temps. Non. J'ai vu des personnes passer devant une salle de soins intensifs où ils ont été hospitalisés. Cette petite salle-là. Non. Ce qu'ils maudissent, c'est l'expérience vécue là, mais ils maudissent la salle. Et on ne doit pas maudire une salle. On ne peut pas maudire un état de béquille. Puis là, tu commences à marcher, ah, mes maudites béquilles, je suis content de m'en débarrasser. Manque d'intelligence. C'est grâce à ces béquilles-là que tu peux t'en débarrasser. L'ego, l'orgueilleux, qui a une entorse, prend pas de béquille. Il marche sans béquille. Il boite, quand il rencontre quelqu'un, il boite plus. Puis quand la personne est passée, il boite encore plus. Puis là, il sort de moins en moins. Prend pas de béquille, pas de plâtre, rien. Puis là, il va se vanter. Moi, je suis dur pour moi. Ouais. T'es comme un général de l'armée. Un général, ça ne doit jamais se rendre, même à l'évidence. L'ajusteur de pensée, lorsqu'il parle, et votre voix ajuste votre pensée. Donc, vous devez répondre oralement. Pas à quelqu'un ou à quelqu'un, ça n'a aucune importance. Qu'est-ce qui dit que j'ai raison ou non? Rien, c'est énergétique. Alors, on se fout de la réponse conscientisée. Et au fur et à mesure que vous allez vous foutre de ces réponses conscientisées, vous allez avoir des questions plus hautes, des réponses plus grosses, des questions plus grosses, des réponses plus grosses. Puis vous allez finir par vous découvrir, par rire de vous. Il faut prendre l'habitude de ce contact avec l'ajusteur de pensée. Et c'est l'énergie. Ce que je dis, ça n'a aucune importance. C'est la façon dont je le dis qui a de l'importance. Une personne qui voudrait savoir quelle est la différence entre un guide et l'ajusteur de pensée. Le guide, c'est une religion. Le guide, c'est un morceau de matière qui permet de diriger un autre morceau de matière.
Si je suis un guide, je suis un humain dirigeant des humains. L'ajusteur de pensée crée le guide, tandis que le guide guide. Moi, je n'ai pas comme rôle de guider. J'ai comme rôle de répondre. Répondre aux questions. L'ajusteur de pensée, lorsqu'il entre en contact, insidieusement, de prime abord avec un humain, il transforme sa neuronique, donc ses neurones, son cerveau. Il agresse des parties focalisées dans ce cerveau, l'hypothalamus, le thalamus, la glande pinéale, la glande hypophyse, et il le transforme. Il recrée un nouveau guide dans le cortex et dans le cerveau de l'humain pour que ce cerveau guide d'une façon nouvelle l'énergie qu'il reçoit et l'expérience qu'il a en mémoire. Alors chaque être humain devient son propre guide. Mais pour devenir son propre guide, sans être assujetti à une conscience collective et non pas à un ajusteur collectif. L'ajusteur collectif, il va ajuster individuellement chacun pour que chacun arrive à ce contact avec l'énergie supramentale ou avec l'intelligence instantanée. Tandis qu'une conscience collective a l'impression que tout le monde doit tout faire pareil en même temps. Alors, lorsqu'une personne suit un guide et que le guide dit à tout le monde, levez-vous, tout le monde se lève, rassoyez-vous, tout le monde se rassoit, inspirez, je vais expirer. Oui, c'est ça, c'est de même, ça marche. Ça, c'est autre chose. C'est bon pour un ensemble d'humains, et lorsque l'humain finit par dire, je n'ai plus besoin de ça, elle ne doit pas nécessairement fuir tous les endroits où il y a des groupes, mais elle doit fuir le fait de penser collectivement. Clic, hey, c'est-tu bon? Ah oui, c'est bon. C'est bon, hein? Ah oui, c'est bon, maudit. Je savais que c'était bon. C'est ça, être collectif. C'est-tu bon? Non, c'est pas bon. Ben moi, je trouve ça bon. Ah, mais c'est carrément dégueulasse. Ah, moi, je trouve ça bon pareil. Ça, c'est d'être une conscience un peu plus individuelle. De toute façon, on en a parlé longtemps, à un moment donné, une conférence, lorsqu'on parlait de celui qui demandait à l'autre qu'est-ce qu'il va prendre au menu dans un restaurant. Vous savez, hein? Tu ouvres le menu, puis qu'est-ce que tu prends, toi? C'est une conscience collective. L'ajusteur psychologique va dire non, non, je faisais rien que m'informer, oui, il y a plein paquet de raisons, oui, mais on ne peut pas s'empêcher. Alors, un guide et l'ajusteur de pensée va constituer un guide chez vous. Tandis que le guide est déjà à l'extérieur et ne constitue rien chez vous. Il marche et vous le suivez, aveuglément. Le guide a besoin de ses disciples une fois aveugles. Tandis que moi, j'aurais plutôt besoin d'un doute. Un doute aveugle, même pas. Un doute de tout et même du doute. Alors, l'ajusteur de pensée va chez vous faire en sorte que vous allez vous guider. Vos émotions ne sortiront plus n'importe quand c'est inutile, seront guidées par vous. Sans lutte, sans conflit, sans résistance et sans souffrance. Ils n'auront plus le choix. Les émotions vont sortir lorsqu'ils seront constructives, énergisantes, intelligentes, communicantes. Sinon, lorsqu'ils sont nuisantes, perturbantes, ils ne sortiront plus. Plusieurs questions, à savoir quelle est la différence entre l'ajusteur de pensée et le double. Plusieurs ou une? Plusieurs. On va y revenir après. C'est une question qui ne touche peut-être quand même pas l'ensemble de la salle. On va passer les autres, puis on va revenir après sur le... Une personne qui dit « Je ne crois pas que c'est l'ajusteur de pensée qui peut me faire cela, mais dans ma tête, c'est drôlement embrouillé. Les réponses à mes questions varient dans une limite d'1 heure, même quelques minutes. Tout ceci me tourmente et me révolte. Je ne sais plus quoi faire, quoi penser. J'ai l'air d'un épouvantail qui ne sait où aller, quoi choisir. »
ce n'est effectivement pas l'ajusteur de pensée, c'est beaucoup plus une connexion amique avec l'astral planétaire ou l'astral collectif. Cela veut dire que la personne ne sait plus quoi penser, cela va de soi, ce n'est pas elle qui pense. Il y a quelque chose chez elle qui constate le mécanisme que moi j'appelle l'énergie mentale, qui constate que dans le mécanisme de pensée relié à l'ego, relié aux mémoires, relié à ce que ésotériquement on appelle l'astral, la psychologie de l'humain, ce mental observe qu'effectivement, il y a une réponse, une question, une autre réponse, ça change, ça se heurte. Il y a plus qu'une personne qui répond en même temps à une seule question. Il y a presque de l'astinage à l'intérieur d'elle à un moment donné. Cette personne, elle peut être sous l'égide de deux mécanismes fondamentaux dans l'évolution de l'être humain. Si elle a toujours été ainsi, c'est qu'elle n'a pas réussi à parfaire la fusion de ses personnalités réincarnatives. À ce sujet, si elle veut en savoir plus, elle peut se référer à une conférence que j'ai déjà faite sur les mécanismes de la réincarnation, ou je crois qu'elle s'intitulait plutôt la réincarnation. Ce qui amène dans certaines personnes la faculté d'avoir différents raisonnements presque en même temps, et elle peut même s'auto-discuter. Une autre chose, c'est que dans ses réponses, elle ne répond pas de par sa propre limitation de son âme, de son périsprit, de l'enveloppe de l'âme, c'est qu'elle est tellement perméable si c'est une personne qui est facilement influençable, c'est qu'elle est tellement perméable à tout ce qui peut venir dans la conscience extérieure à sa propre conscience, qu'en fin de compte, elle pose une question et toute la société répond dans sa tête pour elle. Alors, ça paraît bizarre quand je dis ceci pour une personne peut-être qui n'est pas encore familiarisée avec cette idée même de la conscience collective. Mais lorsqu'une personne dort, elle peut piloter un avion. Et oui, elle va fouiller dans les mémoires planétaires et elle va aller rechercher l'information enregistrée par un pilote d'avion, donc par un avion même qui vole, et elle vit dedans. Elle peut vivre, elle peut visiter quelqu'un dans une autre pièce, quelqu'un dans une autre maison, discuter avec. Elle peut voir des choses presque réelles ou même totalement réelles si elle ne les colore pas elle-même. Ça peut être un voyage astral, une extra-conscientisation astrale ou un rêve. Et ça ne change rien. Elle a la faculté d'aller se baigner dans la conscience mémorisée de l'extérieur, la conscience collective. De son conscient, elle peut aussi être continuellement perturbée, assujettie, manipulée par cette conscience extérieure. Alors évidemment, elle n'arrive pas à se faire une opinion, elle n'arrive pas à prendre de décision, parce que toute la société ne sachant pas, elle-même ne sait pas. Alors il faudra qu'à un moment donné, elle crée un blocage, soit qu'elle fusionne ses personnalités réincarnatives, soit qu'elle crée un blocage au niveau de son âme, donc elle arrive à être moins perturbable, moins impressionnable, moins influençable. Et ça, c'est un travail sur elle qu'elle devra faire par elle-même ou en suivant certains cours qui peuvent peut-être l'amener par différentes techniques à créer ce blocage. Ce n'est pas en soufflant un halo de lumière qui nous protège qu'on règle le problème. Ça, ce n'est pas fonctionnel à plein. Elle devra se prendre en main et finir par déterminer des choses chez elle. Évidemment, c'est un mécanisme que je peux peut-être solutionner en tête à tête, mais que je ne peux pas évidemment répondre dans une conférence comme ça. Je ne peux pas régler le problème de la personne en ce qui a trait à sa libération de ce phénomène. Une autre question d'intérêt général. Je suis de nature très peu bavarde. Je n'ai pas la parole facile pour m'exprimer. Par contre, j'ai l'oreille attentive pour les autres. Est-ce un blocage pour mon évolution que de ne pas parler beaucoup? Ce n'est pas un blocage pour son évolution pour la simple raison qu'elle en est à ce stade de son évolution. Le contact avec l'ajusteur de pensée, elle peut quand même s'efforcer de parler, pas nécessairement avec d'autres. Elle peut aussi penser. Mais lorsqu'elle a une réponse qui commence à venir et qui commence à vouloir répondre avec un petit peu de mots, elle devrait essayer de s'entraîner à la verbaliser. Mais ce n'est pas nécessaire de parler avec autrui. Elle peut très bien écouter et apprendre énormément. Mais au niveau de l'ajustement de la pensée, il faut qu'elle sache que la parole ajuste la pensée et que la parole peut être ajustée par l'ajusteur de pensée. Donc, lorsqu'elle commence à répondre, il est préférable. Je parlais de religion mentale, non, je parlais. Tu me demandais un peu c'était quoi. Il y aura à un moment donné un autre mécanisme, la méditation
verbal. Et les sceptiques seront confondus. Regarde, tu es assis dans une position, disons ici, c'est assez bon à prendre. Tu es plugué, tu ressembles à n'importe quel soufi ou goofy qui médite, mais toi tu parles. Tu es tout seul dans ton coin et tu parles tout seul. Alors ça fait partie de techniques similaires à ce qu'on connaît présentement, mais qui vont resservir position corporelle parce que blocage de circulation au niveau des jambes, donc plus de sang au niveau cérébral, pulmonaire et cardiaque. On tient les doigts parce que les méridiens poumons, intestin, cœur vont se court-circuiter, donc ralentissement du péristaltique intestinal, donc de la digestion, du mouvement cardiaque, donc calme au niveau physique. Parce qu'il y a des raisons pourquoi il y a des positions particulières. C'est sûr qu'on ne les enseigne pas parce qu'on ne les sait plus. Bon. Et tu es là, le dos droit, pour laisser circuler librement les énergies yin et yang et yominal au niveau de ton corps physique. Et tu parles. Alors quelqu'un qui rentre dans la pièce, il dira, puis tiens, le maître médite. Il va dire, tiens, le maître viré fou. Ben c'est ça. Ça, c'est un genre de mécanisme à finir par développer. D'ailleurs, ce sont des choses qu'on touche au niveau PMC6, mais ce sont des mécanismes qui sont à développer. Alors, même si la personne elle a ce blocage au niveau de la parole, ce n'est pas un blocage, c'est un mécanisme présentement opérationnel chez elle au niveau de son évolution. Elle en est rendue là. Et ce n'est pas nécessaire qu'elle parle avec autrui, mais peut-être qu'elle devra essayer de poser des questions et de répondre oralement. C'est un entraînement qui est très bon. C'est intéressant, ça nous amène à la prochaine question. Pour atteindre cet ajusteur de pensée, faut-il commencer par être sûr qu'on a raison, même si l'on se trompe? Alors, j'ai répondu tout à l'heure à cette question en disant que la parole ou la réponse n'avait aucune importance, c'était le mécanisme du fait qu'on se répondait qui est important. Qui est Dieu? Et là, je réponds, Dieu est l'univers. Ça émet une vibration. 2 mois après, qui suis-je? Tu es l'univers. C'est une autre vibration. Qui est Dieu? Dieu est tout. Parce qu'il y en a qui vont dire, qui est Dieu? Dieu, c'est l'univers. Puis là, il ne pose plus de questions. C'est pas l'ajusteur de pensée. Alors la personne, à force de travailler, elle va finir par en arriver là. Peut-on atteindre cet ajusteur de pensée? Pour atteindre, faut-il commencer par être sûr qu'on a raison même si l'on se trompe? Mais non. Si tu me demandes, d'ailleurs c'est déjà arrivé qu'on m'a posé une question, des personnes qui font le PMC entre autres, dans une conférence du vendredi, on me disait, ce que tu as dit ce soir, il me semble que tu t'as déjà dit d'autres choses dans un cours. Eh bien oui. Alors, laquelle des deux était faux? Ben, aucune des deux. Dans le contexte où je les ai parlé. Alors, si moi, je te repose la question, est-ce que c'est un nouveau contexte? Oui. C'est une nouvelle réponse? Pas nécessairement. Pose la question, on verra. Alors, elle pose la question et je réponds différemment. Mais la première réponse était adaptée à ceux qui écoutaient. La deuxième, au cours. La troisième a son propre énergie. Est-ce que j'ai raison si tu me demandes est-ce que tu peux te tromper en conférence? Je vais te répondre, je ne me trompe jamais. Est-ce que ce que tu as dit est une vérité éternelle? Non. Est-ce que c'est paradoxal? Non. Est-ce que c'est illusoire? Non plus. Alors, on ne peut pas être sûr qu'on a raison. Si vous avez l'instant d'une seconde sûr et vous êtes certain que vous avez raison dans ce que vous dites, c'est pas trop grave, parce que la seconde après, vous serez plus sûr. Mais si on dit quelque chose et on est sûr d'avoir raison et qu'on est prêt à débattre ce qu'on a dit, on se prend au sérieux et c'est zéro. Alors non, on répond et c'est l'énergie amenée par la réponse qui a de l'importance ou qui est nourrissante pour l'évolution de l'humain. Ce n'est pas la parole, ce n'est pas la réponse. Alors quand je disais que c'est un mécanisme qui est difficile à comprendre pour l'humain, qui a toujours cherché de la connaissance et non pas du savoir, eh bien, à un moment donné, vous allez expérimenter ce mécanisme. Vous allez vous placer quelque part, vous asseyez à côté d'une personne, et lorsque la personne s'en va ou lorsque vous en allez,
Vous êtes toutes? Ou bien vous êtes toutes remontées? Est-ce qu'il y a eu des paroles? Non. Dans un cas, elle vous a tété votre énergie, alors évidemment, vous êtes épuisé. Et dans un autre cas, c'est vous qui l'avez tété. Et vous sentez regaillardi. C'est un mécanisme énergétique. Pourquoi les paroles font du bien? Pourquoi une personne ou un politicien ou n'importe quoi arrive à enguirlander avec les paroles, même si les paroles, on les entend à chaque campagne politique? Et on va même dire, regarde, les politiciens, c'est juste des menteries, mais on le sait. Pourquoi qu'ils nous trompent pareil? Parce que l'énergie qu'ils prennent pour le dire n'est pas la même que celui qui est passé avant. Le même politicien peut se faire réélire des années après années en comptant les mêmes menteries. Tout le monde sait que ce sont des menteries, mais son énergie fait que tout le monde vote pour lui. C'est pas ce qu'il dit, mais la parole comme il transmet une forme énergétique. Pourquoi moi je parle? Parce que vous ne laisseriez passer aucune forme d'énergie sans parole. Alors, je réponds à des questions, je prends des paroles qui sont capables d'ouvrir chez vous, de créer la confiance, de faire baisser certaines barrières pour que l'énergie passe. Et cette énergie, c'est une énergie qui est au-delà de l'énergie terrestre. Ce n'est pas mon énergie, c'est de l'énergie intelligente. La transfiguration de Jésus est-elle la fusion avec son ajusteur? Est-ce que Denis a hésité à poser la première question? Non, je l'ai découpé là parce que c'en est une autre d'un autre contexte. Transfiguration de Jésus était-elle la fusion avec son ajusteur? C'était plutôt l'expulsion de son ajusteur. Définition de la vibration mentale. On la met à la fin. Sinon, on n'est pas sorti. Qu'est-ce que voir d'une façon globale? Une deuxième question. Que veux-tu dire par l'homme doit se construire une cité? Voir d'une façon globale, qu'est-ce que c'est? C'est ne pas voir du tout. Avoir une conscience absolue, cela veut dire ne plus être conscient. Parce que la conscience humaine, la vision humaine, elle est conscientisable parce qu'elle a des limites. Et qu'est-ce qui rend la vision humaine consciente ou conscientisable? C'est justement la vision de ses limites. L'ego, le terrien, l'ego, l'humain, l'être ancien, n'aura jamais de conscience absolue et n'aura jamais de vision globale. Cette vision ou cette conscience aura une tendance à s'expandre, à grandir. Mais à un moment donné, lorsque ce personnage qui a une conscience expandue arrivera à goûter à ce savoir instantané, cette conscience va commencer à se résorber pour laisser place à quelque chose de nouveau qui ne sera pas expérimentable, mais qui ne sera qu'exprimable, une conscience absolue ou une vision globale. Une vision globale, cela veut dire voir tout en même temps. Tandis que l'être humain a une vision fragmentaire qui lui permet de voir une lampe, de voir cela là-bas, de voir, et là, il a une vision d'ensemble de la salle lorsqu'il a parcouru la salle. Et il doit la restructurer dans sa mémoire, et même si sa mémoire n'est pas globale, parce qu'il devra fouiller dans sa mémoire d'une façon segmentaire pour revisualiser sa salle. Et c'est pourquoi l'être humain a une pensée longue, lente et fastidieuse, parce qu'il doit mener parcelle de conscience par parcelle de conscience dans ce qu'il appelle sa conscience. L'être humain pense comme il parle, mais il pense plus vite qu'il parle. Mais il y a quand même une suite.
Lorsque l'être humain a une vision globale, c'est qu'il est capable de voir tout en même temps. Merci pour votre conférence. Est-ce qu'on renaît chaque fois qu'on a de gros chocs émotifs? Les gros chocs émotifs peuvent être la grossesse normale de l'ego, les chocs émotifs et mentaux peuvent être les chocs de l'accouchement de l'être nouveau. Et normalement, on aura des chocs mentalo-émotifs, émotivo-mental, chez l'être transitif. Où il voit quelque chose lucidement dans son mental, ça lui plaît pas pantoute dans l'ego, ça lui fait même mal, ça le fait trembler, ça va pas du tout, puis en même temps, il sait que c'est ça, puis en même temps, il refuse que ce soit ça. Le choc mentalo-astral, mentalo-émotif. Ça, c'est l'accouchement. Et lorsque l'accouchement est complété, bien évidemment, l'être transitif finalisant broye un peu, il est tout bleu. Et puis le temps où il se reforme puis qu'il se place, ben l'être ancien va dire, sais-tu, les êtres transitifs sont bien pires que nous autres. Ben ça va de soi. Les fœtus, s'ils regarderaient l'autre sortir, ils diraient la même chose. Il est là, puis il essaie de respirer, tandis que dans le ventre, t'es à paix. Il est là, puis il gèle, puis il tremble, tandis que dans le ventre, t'es correct. Quand un fœtus voit un nouveau-né sortir dans une salle d'accouchement, j'avais déjà sorti un mot parfait pour la salle d'accouchement. La salle d'épouvante à fœtus. C'est ça. Alors, c'est ce que c'est le choc émotif. S'il n'est qu'émotif, c'est la grossesse. L'ego gonfle, il se promène des choses, il y a des chocs qui rentrent là-dedans, ça brasse. La mère, il déboule les escaliers, là, fait que le fœtus se promène pas mal. Ce sont des chocs. Et puis, à un moment donné, ben là, ça commence à faire mal, mais différemment. Là, c'est les contractions de la mère. C'est toi, la mère. Tu te mets au monde. Alors, les contractions, ce sont les chocs mentalo-émotifs. Tu vois clairement, mais tu ne peux pas l'appliquer, mais tu vois que tu devrais, mais tu ne peux pas. T'es gros, tu sais que tu dois jeûner, mais tu peux pas. Il faut que tu suives un régime, mais tu peux pas. Ça, c'est... Mais j'envoie l'intelligence, puis normalement, tu pars à broyer, tu te tapes la tête sur les murs. C'est souffrance, une souffrance mentale en même temps qu'émotive. Là, tu as le concept de ce que tu dois aller chercher, puis tu n'arrives pas à aller chercher. Tu dois bien dormir, tu es fatigué, tu es épuisé, puis tu n'arrives pas à dormir, puis tu envoies l'intelligence, puis tu n'es pas capable. Ça, c'est l'être qui est en train d'accoucher. L'accouchement peut être long dans la conscience d'un égo humain, parce que c'est relativement court. Très, très, très court. Jusqu'où va la possibilité de s'instruire soi-même par l'intermédiaire de l'ajusteur de pensée? Est-ce que cette possibilité va jusqu'à permettre de percer l'ignorance cosmique? Ça va de soi. L'ajusteur de pensée, premièrement, l'être humain, il y a des choses que j'ai jamais voulu dire, puis que je ne sais pas si je vais les dire. Demande à ton ajusteur. C'est ça, c'est lui qui veut me faire parler, mais moi, je veux pas. J'ai un ajustement par rapport à la salle, par rapport à l'humain que j'adore, et j'ai un foutu ajusteur de pensée qui veut me faire dire des choses. Est-ce qu'un être humain qui un jour dans sa vie a eu un contact avec un esprit incarné peut ne pas avoir besoin de l'ajusteur collectif imprimé dans le plan planétaire par cet esprit? C'est là la question. Cela veut dire que lorsqu'un être humain s'approche d'une antenne supramentale et qu'il découvre des choses de ce contact, même si c'est en dedans de 2 heures ou en dedans de 2 mois, est-ce qu'il peut dire qu'il peut faire chemin à part? Une bonne question. Et la réponse, c'est non.
Alors maintenant que je l'ai dit d'une façon détournée, je peux maintenant le dire d'une façon plus claire. C'est que lorsque l'être humain s'est approché, lorsque l'être humain a eu le malheur pour son ego, mais le bonheur pour l'état même de l'évolution, de s'approcher d'une personne qui a un contact avec son esprit, c'est qu'elle a besoin de l'ajusteur collectif de cette personne pour arriver à son propre ajustement. Cela veut dire que tous ceux qui ont côtoyé le Nazaréen ne pouvaient plus s'en sortir sans le Nazaréen. Cela veut dire aussi que ceux qui ne l'ont pas côtoyé n'avaient pas nécessairement la faculté de s'en sortir. Cela veut dire, par contre, est-ce que cela veut dire, ben voilà, si moi je ne connais personne qui a ce contact, est-ce que ça veut dire que je suis libéré de ce contact? Pas nécessairement, mais peut-être. Mais si moi j'ai appris quel que soit, un tant soit peu par un contact, puis-je me passer de ce contact? Non. Parce que l'énergie de ta vie, ta conscience, ton amour énergétique a fait que tu as été chercher ce contact parce que tu avais besoin de ce contact. Alors tu devras rester, tu devras baigner dans l'énergie de cet ajusteur collectif tant que tu n'auras pas réussi par confrontation ou par ta propre confrontation à traverser l'ajusteur collectif qui va te permettre de monter pour aller chercher le tien. Lorsqu'on a la possibilité de s'instruire soi-même par l'intermédiaire de l'ajusteur de pensée, s'il est collectif, on doit traverser cet ajusteur collectif par l'ajusteur collectif. On ne peut pas le fuir parce qu'on ne... Si on pourrait retarder, on retarderait, on ne retarde rien, mais ce n'est pas le mécanisme qui est mécaniquement possible pour le genre humain. Est-ce que cette possibilité va jusqu'à permettre de percer l'ignorance cosmique? Ben ça va de soi. Reste à savoir c'est quoi l'ignorance cosmique. Ouais, si on parle Faut-tu être ignorant cosmique, planétaire comme moi pour poser la question? Ben, l'ignorance cosmique, c'est simplement le fait de ne pas voir les choses telles qu'elles sont et de voir ce que nous voulons qu'elles soient. Est-ce que tu as une conscience absolue lorsque tu perces le nuage de l'ignorance ou du mensonge cosmique? Non. Tu as une vision réelle. Absolue? Non, pas nécessairement. Mais réelle. Tu vois les choses telles qu'elles sont. Toutes? Non, pas nécessairement. Mais ce que tu vois clair. Alors, évidemment, le travail avec l'ajusteur de pensée permet de lever le voile. La religion de l'Est en question proviendra-t-elle de la Russie, oui ou non? Peut-être. Faut-il donc lutter contre un ajusteur de pensée pour se libérer? Ça, c'est l'ego. Si l'ego lutte contre son ajusteur de pensée, il se libère de l'ajusteur de pensée. Et il redevient ce qu'il était avant le contact avec l'ajusteur de pensée. Alors, il y aura une lutte entre l'ajusteur de pensée et l'ego, et normalement, dans les bonnes vues, l'ego devra perdre et l'ajusteur gagner pour pouvoir instruire et informer cet ego de façon à ce que celui-ci arrive à ce savoir libérateur, un savoir instantané. Alors, il n'est pas question, quand je parle de confronter, de toute façon, on va en reparler, la confrontation entre une personne et celui qui a un contact avec l'esprit, ou encore entre toi et toi-même. Ce n'est pas de lutter contre l'ajusteur de pensée, parce que lutter contre l'ajusteur de pensée, c'est perdre. Cela veut dire développer notre faculté d'intelligencer les choses. Cela veut dire créer une mutation neuronique chez soi. Donc, cela veut dire faire le travail de l'ajusteur de pensée. L'orgueil de celui qui peut lutter contre l'ajusteur de pensée et s'en détacher avec une perte, c'est celui qui, lorsqu'il a une réponse, ne veut plus l'abandonner. Il lutte contre l'intelligence. Alors, on ne lutte pas contre l'ajusteur de pensée, on entre en contact avec. Celui-ci va ajuster notre propre pensée. Nous allons devenir nous-mêmes mieux. Nous allons voir clair, voir les choses telles qu'elles sont, être libérés d'un paquet de problèmes. Et à un moment donné, on se libère aussi du manque de connaissances et on ne pose plus de questions parce qu'on sait. Pourquoi est-ce que le monde vient vers moi au début et après, à un certain temps, il me fuit? Sans doute qu'ils viennent vers toi lorsque tu sors du bain et qu'après 2-3 mois, ils attendent le prochain bain. Et cette réponse, elle est vraie. Lorsqu'une personne
s'approche, bon, pour cette personne, ça peut être le cas de d'autres parce que c'est souvent le cas de d'autres. Énergétiquement, les personnes s'approchent parce qu'ils goûtent quelque chose de neuf. Cette personne, elle émet une énergie qui apparemment a une saveur intéressante pour l'extérieur. Lorsque l'extérieur vient, il goûte à cette saveur et à un moment donné, il y a une guerre énergétique, une guerre d'ego contre celui qui émet cette saveur, même s'il ne veut pas. Et là, exactement comme si je m'approche, par exemple, de François, j'aime François, j'aime sa présence, je me sens bien, je discute avec, il me dit des choses, ça va. Puis à un moment donné, veut pas, je le jalouse. Je m'approche de lui, puis j'aimerais être comme lui. Puis à un moment donné, je l'aime plus. Puis là, il me dit, puis ça va pas aujourd'hui. Puis avant, j'aimais ça, je pouvais me confier, mais là, je ne veux plus me confier, il en sait trop. Énergétiquement, il vient un moment donné que je ne peux plus goûter de cette saveur que j'aimais avant, alors ce qui fait que je vais fuir François. Alors, si François a l'énergie d'apaiser tout le monde et en même temps de servir de miroir aux autres, un miroir même inconsciemment, il sert de miroir aux autres, veut pas, le monde vont le rechercher pour le fuir. Quoi faire? Rien. Ça regarde les autres. Pénible pendant le temps où cela est vécu par l'humain. L'humain va apprendre à s'ajuster et c'est son ajusteur de pensée qui va lui permettre de s'ajuster aux autres. Rien à faire. Rire. Beaucoup de questions avec des beaucoup et des combien. Combien de gens arriveront-ils à ce contact? Combien de gens seront influencés par ces gens qui auront ce Je vais contact? répondre au fur et à mesure. Alors, tu recommences? Combien de gens arriveront-ils à ce contact? Pas important. Combien de gens seront influencés par ces gens qui auront ce contact? Pas important. Y a-t-il beaucoup de personnes au Québec qui ont leur propre ajusteur de pensée? C'est pas important, puis il n'y en a pas beaucoup. Sommes-nous tous sous un ajusteur de pensée collectif? Sommes-nous tous? Lui, il l'est. Ou elle, elle l'est. Sommes-nous tous? La grande majorité, oui. Mais tous veut dire qui et quoi. Comment, en dehors du Québec, est-il possible de rester en contact pour conserver et augmenter son énergie? Si telluriquement, on a une vibration québécoise, c'est-à-dire on parle du Québec ésotérique que j'ai déjà défini, si la personne est là dans sa mémoire, suffisamment de mémoire du Québec, si la personne elle est de toute façon reliée au Québec, quel que soit son endroit planétaire, elle restera en contact pendant un laps de temps plus ou moins long, parce qu'à la longue, elle transformera ses énergies pour les localiser, pour les adapter. Alors, elle devient adaptée à la région où elle vit, ce qui fait que lentement, elle perd ce contact. Et c'est pourquoi aussi, beaucoup de personnes de l'extérieur viennent au Québec. Et ceux qui n'ont comme tel pas d'affaires ici émigrent vers l'étranger, où ils vont se sentir mieux. Quel est le rôle des rites pour les antennes et pour les gens qui ne le sont pas? Je pense qu'ils ne sont pas des antennes. Alors, je parle de rite, je parle de rituel. Qu'est-ce qu'un rituel? Un rituel, c'est une cérémonie. C'est la répétition presque identique d'un acte oral, d'un acte de pensée, d'un acte physique. Alors, si je place ma main au-dessus de l'eau pendant 15 minutes et que je la fais boire à quelqu'un qui est malade, l'eau que j'aurai magnétisée pourra réorchestrer l'énergie vitale du malade. Alors, je refais cela tous les demi-heures. Je crée donc un rite. Le rituel, s'il est compris, devient une technique. Et s'il est incompris, la technique devient un rituel. J'ai employé le terme rituel pour bien exprimer le fait que beaucoup de rituels aujourd'hui deviendront des techniques plus tard. Parce que l'humain saura ce qu'il fait. Alors, il ne répétera pas inlassablement des choses avec foi et croyance, il le fera sachant pourquoi ça marche. Alors, une personne peut mettre de l'essence toutes les semaines dans son véhicule, parfois. Convaincue qu'il faut qu'elle fasse ça en mémoire du jour où le premier pompiste en est mis dedans pour lancer ce véhicule. Mais la journée qu'elle perd la foi, le véhicule tombe en panne. Alors, elle se dit, non, il ne faut pas que j'abandonne ma foi. Alors, elle reprend sa foi, puis elle recommence à mettre de l'essence. Puis ça remarche. Dynamisant sa foi.
et obscurcissant encore plus ses yeux. Mais à un moment donné, elle finit par « Je peux être manipulée. La foi, les croyances, rien. » Alors, elle arrive à une phase plutôt mentale qui essaie de comprendre la mécanique des choses. Elle ne comprend pas tout de suite. Et lorsqu'elle aura compris le rôle de l'essence, l'égrégore, le réservoir d'essence qui permet d'accumuler immensément d'énergie pour faire fonctionner le véhicule longtemps après, alors elle va reprendre le boyau, elle va refaire le rite, et aux yeux des êtres anciens, tout le monde va dire, tiens, l'être nouveau est dans la même foi que nous. Et l'être nouveau va dire, non, moi je sais ce que je fais, tandis que vous ne le savez pas. Continuez à le faire, mais un jour, il faudra que vous compreniez. Alors, le rituel, c'est une répétition incomprise de l'être ancien, et la technique, c'est l'application méthodique comprise. Tous les rituels, toutes les techniques doivent amener l'humain à se passer d'elle. Un rituel que l'on répète toute sa vie n'avait rien de bon à amener à l'être humain. Une technique que l'on répète toute sa vie est une technique qui n'enseigne et qui n'amène rien à l'humain. Lorsqu'une technique ou un rituel amène la paix, un jour, on faudra se passer du rituel ou de la technique et rester en paix. Parce que si on a encore besoin de la technique ou du rituel, c'est que la paix appartenait au rituel ou à la technique, mais elle n'a jamais appartenu à l'humain. Alors, on fait un rituel, on fait une technique. Lorsque l'on comprend, le rituel devient une technique, tant qu'on en a besoin. Pour beaucoup, le yoga est un rituel tous les matins. C'est une religion. Pour d'autres, c'est une technique. Et à un moment donné, ils abandonneront parce qu'ils n'en ont plus besoin. Ils vont passer à quelque chose d'autre. De ces temps-ci, plusieurs lectures, comme Steiner, me font évoluer rapidement spirituellement. Pourtant, il n'y a pas de contact direct entre l'auteur et moi. Comment expliquer les effets de ces lectures si elles ne transmettent pas d'énergie? Pour la simple raison que la personne, lorsqu'elle lit ceci, elle orchestre, elle place, elle programme sa vibration mentale dans ce qu'a écrit ce bonhomme, Steiner. Et automatiquement, sa vibration mentale influence sa vibration émotive, et que lorsqu'il lit cela, il fait vibrer son âme dans une harmonique particulière qui le met automatiquement en contact avec l'énergie mémorisée dans l'astral collectif de Steiner et de tous ceux qui l'ont connu et de tous ceux qui l'ont lu. Voilà pourquoi. Alors, il prend l'énergie restée. Et plus il y aura d'êtres humains qui vont lire Steiner, plus ils vont redynamiser cet égrégore steinerien, et plus ils vont le colorer. Alors, d'ici quelques 50 ans, lorsqu'on va lire Steiner, on n'aura plus rien de ce que lui a écrit, énergétiquement. On aura une énergie, mais qui n'aura rien à voir avec la sienne. Elle aura été remplacée par tous ceux qui l'ont pris et qui l'ont remplacée par ce qu'ils ont compris de ce qu'ils ont lu. Voilà pourquoi. Alors, l'énergie n'est pas celle de Rudolf Steiner. Comment puis-je contester celui qui génère l'ajusteur de pensée et ainsi m'en détacher si je suis entièrement d'accord avec ce qu'il révèle? En posant des questions, et la seule façon de contester un ajusteur de pensée, c'est la question. Si l'on veut me contester, on pose des questions. Et ce n'est pas une contestation violente, ce n'est pas une guerre. Je répète que ce n'est pas une guerre d'ego. Je peux contester François. Contester vient d'un mot, en espagnol, contestar veut dire question. Alors, contester, c'est poser des questions. Et non pas astiner, qui n'est pas pareil. Je ne sais pas ce que c'est en espagnol, mais c'est pas pareil. Alors, je suis d'accord, François dit quelque chose, je suis d'accord avec. Pourquoi? Mais pas un pourquoi, là. Pourquoi ceci? Pourquoi ça? Mais pourquoi pas telle chose? Alors, comment expliques-tu ceci? Alors, pourquoi ceci? Et on se fout de savoir si j'ai raison, s'il y a raison, si on a tort ou si on a raison. Énergétiquement, on grimpe des échelles. On s'en va. Et là, des questions qu'il faut poser, c'est des questions à un moment donné que je vais poser que l'humanité n'a jamais posées. Et les réponses que l'humanité n'a jamais répondues, est-ce qu'elles sont vraies ou fausses? On s'en fout. Regardez ceci. Si je peux dire, je peux répondre à la question « Qui est Dieu ?» Pouvons-nous savoir si ma réponse est vraie ou non? Non. Mais on ne peut pas savoir non plus si la question est vraie ou non. S'il n'y a pas de Dieu, comment pouvons-nous poser la question « Qui est Dieu ?»
Alors, dans cette contestation, il n'est pas question de savoir si la réponse est vraie, si la question est vraie. Il est question de questionner, il est réponse de répondre. Pourquoi allez-vous mourir? C'est une maudite bonne question. Pas pourquoi l'être humain meurt. Pourquoi allez-vous mourir? C'est une maudite bonne question à poser, ça. Pas pourquoi l'humain meurt. On pourrait transmuer la question et se la poser en disant « Pourquoi vais-je mourir? » Ben, il y a des réponses. Des réponses en accord total avec la question « Pourquoi allez-vous mourir? » Alors, comment contester? Ben, c'est ça, poser les questions. Je peux contester François, il me conteste aussi. Nous pouvons nous contester intelligemment. Alors, on s'assoit autour d'une table, on commence avec pourquoi n'importe quoi. Et on répond. Et on ne dit pas, non, ouais, mais là, ta réponse, là, tu sais, on ne la compare pas avec ce que nous avons déjà dans nos bagages. On bloque le contact. Une solution au problème de l'humanité. Ah, il faut qu'il arrête de se droguer. Ah, mais la drogue, c'est pas rien que ça qui est le problème. Mais non, j'ai tout bloqué. Il faut que l'humanité arrête de se droguer. Pourquoi la drogue les empêche-t-elle d'évoluer? Alors là, je continue. Alors, si c'est lui qui répond, je lui donne la possibilité de répondre et de répondre et de répondre. Pendant ce temps-là, moi, je suis avec mes questions. Mais si on dit, oui, la drogue, c'est pas juste ça. Il y a aussi la guerre, il y a aussi... Bon, mais là, on n'en sortira jamais. Alors, on va dire, parce que l'être humain est émotif. Pourquoi l'être humain est-il émotif? Parce que l'émotivité, c'est quelque chose légué par Lucifer et puis c'est zéro. Pourquoi est-ce zéro? Pourquoi Lucifer l'a-t-il légué? Pas savoir si Lucifer l'a fait ou non, s'il existe ou s'il n'existe pas, ou etc. Alors, le contact avec l'ajusteur de pensée et l'évolution, c'est ça. On pose une question puis on répond. On se fout de la question, on se fout de la réponse. Il y a des réponses qui vont vous amener une dose d'énergie incroyable qui vont vous permettre d'avancer. Pas la réponse au niveau oral, la réponse au niveau énergétique. Pourquoi moi je fais une conférence la semaine prochaine qui porte justement le titre « Pourquoi allez-vous mourir ?» Cela m'oblige à amener des réponses énergisantes, énergétiques. Et je me fous de la question. Parce que quelqu'un pourrait carrément me répondre, ça ne te regarde pas. Effectivement, ça ne me regarde pas la mort. Pourquoi allez-vous mourir? Alors là, je viens de répondre d'une manière suspecte, qui énergétiquement, puis j'ai juste pas mis assez d'énergie pour pas trop, et la personne, ça te regarde pas, ça fait bizarre. Ben c'est ça, c'est la réponse qui est importante dans l'énergie. Alors, comment se contester? Comment contester? Ben voilà, on conteste, on pose des questions. Contestar en espagnol, et la formula, c'est la façon de dire, poser des questions. Il reste sur les tablettes la question du double éthérique en regard avec l'ajusteur de pensée. Quelle est la différence? Je crois qu'il restait une ou deux questions que tu as mises de côté. Bon, l'ajusteur de pensée, le double éthérique. L'ajusteur de pensée, il a comme fonction de la réorchestration, la reprogrammation biologique, donc neuronique du cerveau. Cette restructuration neuronique permet donc l'expression d'une façon neuve d'énergie ancienne, créant par le fait même une énergie nouvelle, l'ajusteur de pensée. Cet ajusteur de pensée a aussi la fonction de permettre l'expression d'une énergie neuve, d'une façon neuve, donc sans coloration intégrale de la mémoire expérientielle de l'humain. Elle va lentement forcer l'ego à s'autodigérer et toutes les énergies de l'ego seront, par l'intermédiaire du canal ajusteur de pensée, restructurées dans l'énergie éthérique, c'est-à-dire au niveau du plan supramental à l'extérieur de la planète, pour constituer un double qui va permettre la vision expérientielle d'un humain égoïque dans un contexte et planétaire et extraplanétaire. Donc, le double éthérique est un double constitué non pas à l'échelle terrestre, au niveau des plans planétaires, mais à l'échelle cosmique, donc à l'échelle supramentale. Alors, l'être humain aura à un moment donné et un corps de lumière, un corps éthérique,
Quand ce corps de lumière vient chercher le corps physique, il le dissout en dedans de quelques minutes. Et c'est ce qui est arrivé au Nazaréen lorsque son corps éthérique est venu dans la tombe chercher son corps physique. Son corps physique n'est jamais sorti, il a été dissous. Et c'est le corps éthérique qui a été vu par pas les astronautes, mais les apôtres. Alors donc, le double éthérique est un corps qui va permettre à l'humain de vivre dans deux endroits différents en même temps, lui donnant l'approximation d'une conscience cosmique. Et le double éthérique, de toute façon, on peut revenir la semaine prochaine, vu que la conférence est finie, sur les mécanismes d'un double éthérique en constitution lorsqu'une personne meurt. Sur cette note optimiste, on vous souhaite une bonne fête des mères. Oubliez pas, messieurs, là, oubliez pas la fête des mères. Merci beaucoup, Daniel.